Bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire organisé par l'Association française de zootechnie. Néanmoins, vous voyez ici l'adresse du site web de l'Association française de zootechnie et le site de sa chaîne YouTube. Et vous êtes invités, bien sûr, à visiter le site web et la chaîne YouTube de l'association. Je vais maintenant présenter très brièvement les missions de l'Association française de zootechnie. C'est un carrefour de tous les acteurs des filières et des productions animales. Son objectif est d'aider à la progression de la réflexion, à la diffusion et à l'application des connaissances relatives aux animaux d'élevage et aux filières animales. L'AFZ a pour mission de favoriser les échanges et les collaborations entre les entreprises, les organisations professionnelles, le monde de la recherche, le monde de la formation et l'administration. C'est aussi un lieu de promotion d'une image objective et valorisante des produits animaux et des productions animales. Pour honorer ces différentes missions, les activités de l'AFZ se déploient selon les axes suivants. Nous organisons régulièrement des journées d'études et des webinaires comme celui-ci. Nous apportons un soutien à la formation et à la recherche. Ainsi, par exemple, l'AFZ récompense par un prix de thèse annuel un travail de recherche doctorale en production animale, et c'est l'objet de ce webinaire. L'AFZ est également membre de la Fédération européenne de zootechnie, ou EAP, qui organise chaque année son congrès annuel fin août. L'AFZ déploie également des activités d'ingénierie et d'études. Elle gère et elle diffuse des informations techniques et scientifiques, notamment en nutrition animale. L'AFZ développe pour ses partenaires des sites Internet et des solutions informatiques, et l'AFZ participe activement à des programmes de recherche et développement. L'AFZ a été créée en 1949 par le professeur André-Max Leroy, qui a été son premier président. Ensuite, l'AFZ a été présidée par Julien Colléou, Claude Béranger, Daniel Sauvant, puis Patrick Chapoutot, et moi-même, je suis président de l'AFZ depuis 2021. Les membres du bureau et moi-même, nous sommes à votre disposition. Outre le président, le bureau est également constitué de Mireille Huarc, que vous voyez ici sur une diapositive, Philippe Lesquat, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Patrick Chapoutot occupe le poste de trésorier et de vice-président, et malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Et je remercie tout particulièrement notre secrétaire, Christelle Fablet, qui a organisé le webinaire d'aujourd'hui. En 2023, l'Association française de zootechnie participe, avec France Génétique Élevage et surtout INRAE, à l'organisation du Congrès mondial des sciences animales, sous l'égide d'une part de l'EAP, la Fédération européenne des sciences animales, mais aussi WAP, l'Association mondiale des productions animales, et Interboule, qui est une organisation internationale de génétique animale. Donc, vous êtes les bienvenus à ce congrès qui se tiendra à Lyon entre le 26 août et le 1er septembre. L'AFZ organise également le workshop Food and Feed for the Future avec la caution scientifique d'INRAE, de son équivalent le CSIRO et l'ISARA. Et également, ce workshop est sponsorisé par l'OCDE. Le thème de ce workshop est un thème d'actualité. Il porte sur l'alimentation du futur, l'alimentation animale et l'alimentation humaine. Et une douzaine d'orateurs internationaux présenteront différentes facettes de cette alimentation du futur, que ce soit en termes de food tech, d'agroécologie, d'acceptation par les consommateurs, etc. Et donc, vous êtes invités à vous inscrire à ce workshop, et les adhérents de l'AFZ bénéficient d'une réduction pour cela. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Christelle qui va introduire ce webinaire spécifique sur le prix de thèse AFZ. Merci Jean-François. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire qui est inédit et dédié aux jeunes talents de la recherche en zootechnie.
Depuis de nombreuses années, comme l'a expliqué Jean-François, l'AFZ récompense tous les ans, par un prix de thèse, un travail de recherche doctorale qui traite des sciences animales au sens large. Et au titre de ce prix de thèse, la lauréate ou le lauréat reçoit de l'AFZ un chèque de 1 000 € qui lui permet de présenter son travail au congrès annuel de la Fédération européenne des sciences animales, qui est aussi appelée l'EAP, donc dont Jean-François vient également de parler. Et nous vous proposons de découvrir au cours de ce webinaire les travaux des 3 candidates qui sont arrivées en tête du classement lors du concours de 2022. Et à travers la présentation de leurs travaux, vous allez découvrir des résultats singuliers en lien avec la production de foie gras, la viande bovine et l'élevage de porc. Alors pour démarrer ce webinaire, Marion Lautroux, qui est classée 3e au concours, traitera de la modélisation des besoins phosphocalciques et des stratégies d'amélioration de l'utilisation du phosphore chez le porc en croissance. Les travaux ont été menés au sein de l'UMR Mossard, d'AgroParisTech et INRAE. Puis Jingjing Liu, qui a été classée 2e, nous interpellera sur l'avenir de la viande bovine en présentant des éléments de réponse à ces questions. Quelle est la voie d'avenir pour la viande bovine? Une qualité de bouche supérieure ou produire de la viande cultivée? Les travaux ont été réalisés au sein de l'UMR herbivore de l'INRAE. Et enfin, Charlotte Andrieux, classée 1re au concours, présentera son travail de thèse qui a porté sur la production de foie gras et étudié l'influence d'une manipulation thermique embryonnaire sur le métabolisme hépatique chez le canard mulard. Ces travaux de doctorat ont été réalisés au sein de l'unité expérimentale des palmipèdes à foie gras de l'INRAE. Merci à toutes les 3 pour le temps que vous avez consacré à préparer vos interventions et d'avoir accepté d'échanger vos travaux de recherche doctorale avec la communauté de l'AFZ. Donc avant de laisser la parole à nos 3 jeunes talents, permettez-moi de prendre encore quelques instants pour vous énoncer les modalités de fonctionnement du webinaire. Alors comme tous les webinaires AFZ, celui-ci est enregistré, puis il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'association dont Jean-François vous a indiqué le lien tout au début. Vous pouvez ainsi retrouver nos précédentes éditions sur cette chaîne. Alors, en termes d'organisation, chaque intervenant va disposer de 12 minutes de présentation. Puis, après chaque intervention, nous aurons un espace de discussion de 3 minutes où chaque intervenant répondra à des questions qui sont plutôt orientées sur la compréhension de leurs travaux. Et à l'issue des 3 interventions, on aura un espace de discussion un peu plus libre et ouvert pendant 10 minutes. Alors, pour poser vos questions, je vous invite vivement à utiliser le bouton Q et R qui est dans la barre de Zoom et qui signifie questions-réponses pour pouvoir y inscrire vos questions. Et puis Mireille, Jean-François et moi-même, nous les lirons ensuite à haute voix lors de la partie échange avec l'intervenante pour que chaque intervenant puisse y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire via ce bouton Q et R. Ça nous permettra aussi de sortir les questions qui ont été traitées au fur et à mesure. Enfin, pour toute autre interaction, notamment les remarques d'ordre général ou de potentielles difficultés techniques, merci d'utiliser le fil de discussion ou chat. Donc, il est maintenant grand temps de laisser la parole à Marion. Merci d'avance pour votre présentation et nous vous écoutons tous pour 12 minutes. Bonjour à tous, je suis Marion Lautroux et je vais vous présenter mes travaux de thèse qui portaient sur la modélisation des besoins et l'optimisation de l'utilisation du phosphore et du calcium chez le porc en croissance. C'était une thèse en co-tutelle entre l'Université Laval et l'AgroParisTech et sous la direction de Marie-Pierre Letourneau-Mimini et Philippe Schmidli. Donc le phosphore, c'est un élément nécessaire au développement de tout mammifère puisqu'il rentre dans la constitution notamment des acides nucléiques, de l'ATP. Il est nécessaire à l'initiation de synthèse de protéines, également à la minéralisation osseuse. Et chez le porc en croissance, en cas de carence en phosphore, on peut parfois avoir une perte d'appétit qui va éventuellement avoir comme effet une diminution des performances. Il peut aussi y avoir une diminution de la synthèse protéique ou encore une déminéralisation osseuse. Et à l'inverse, en cas d'excès en phosphore, il n'y a pas tellement de symptômes particuliers puisque les porcs ont une tolérance assez élevée au phosphore. Donc, dans l'alimentation et plus particulièrement dans les matières premières d'origine végétale, le phosphore, on le retrouve sous forme d'acide phytique, mais c'est une forme qui est très peu disponible, voire pas du tout disponible pour les monogastriques. Et c'est pour ça qu'on fait souvent appel à l'utilisation de phytase ou alors qu'on rajoute du phosphate d'origine minérale ou des farines animales. Donc, pas en Union européenne, mais au Canada, par exemple, c'était possible. Mais il y a des questions qui se posent autour de l'utilisation du phosphore, notamment parce que le phosphate d'origine minérale, c'est une ressource qui est finie, qui est limitée.
et donc sa disponibilité, elle diminue. Ça entraîne aussi une augmentation de son prix et une volatilité importante de son prix. Donc là, on a une question de pérennité. Et il y a aussi une question environnementale parce que les rejets en phosphore, ils participent notamment au phénomène d'eutrophisation et en plus, ça engendre un coût, notamment pour le traitement de lisier, par exemple. Concernant le calcium, il n'y a pas de question de pérennité ou de question environnementale qui se pose, mais les interactions entre le métabolisme du phosphore et du calcium sont tellement fortes que quand on traite du phosphore, on est quand même obligé de traiter aussi du calcium. Et donc, au cours de ces travaux, on a toujours visé à améliorer l'utilisation du phosphore, notamment par un ajustement des apports aux besoins des animaux. Donc pour ça, la première étape, c'est de connaître précisément les besoins des animaux en phosphore et en calcium. Donc pour ça, il y a des modèles qui existent, notamment le modèle du NRC ou le modèle de l'INRAE. Mais dans ces modèles-là, le besoin en phosphore, il est complètement dépendant de la croissance des tissus mous et notamment de la croissance en tissu protéique. Or, dans des travaux antérieurs à ma thèse, on s'est rendu compte que la cinétique de dépôt protéique et celle de dépôt de contenu minéral osseux en fonction du poids vif des animaux étaient très différentes, puisqu'on a un dépôt de protéines qui est linéaire et qui augmente jusqu'à environ 60 kg, puis qui diminue, tandis que le dépôt de contenu minéral osseux, il augmente de façon quasiment linéaire tout au long de la croissance des animaux. Donc, on a un besoin en calcium et phosphore pour les os qui est indépendant du besoin en protéines. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle qui est capable de le représenter. Et parallèle à ça, on s'est aussi intéressé à des stratégies nutritionnelles pour essayer d'augmenter l'efficacité d'utilisation du phosphore. Et donc, il y a une première stratégie qui est la déplétion-réplétion. Qu'est-ce que c'est que la déplétion-réplétion? C'est qu'en fait, au lieu de nourrir l'animal à son besoin tout au long de sa croissance, et à un moment donné, on va créer une carence qui est contrôlée, donc contrôlée et dans le temps et en intensité. Et par après, on va lui redonner un aliment qui comble ses besoins en phosphore et en calcium. Et donc, on va avoir une déplétion, puis une réplétion en phase 3 ici, par exemple. Et donc, on suppose que l'efficacité d'utilisation du phosphore va être augmentée pendant la phase de déplétion, mais aussi pendant la phase de réplétion. Donc ça, c'est une stratégie qui a déjà été testée, mais qui ne fonctionne pas à tous les coups. Et donc, on voudrait essayer de comprendre dans quel cadre elle fonctionne, puisqu'elle nous paraît intéressante. Et on s'est aussi intéressé à l'utilisation de la phytase. Donc la phytase, elle est déjà utilisée de façon routinière dans les aliments pour le porc. Mais on s'est dit, jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller avec l'utilisation de la phytase? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, créer un aliment dans lequel on n'intègre pas de phosphate minéral, on n'utilise que de la phytase et on n'utilise donc que le phosphore natif dans les matières premières d'origine végétale. Donc, concrètement, la thèse a été séparée en deux grandes étapes. La première, c'était l'estimation des besoins des animaux. Donc, pour ça, on a d'abord réalisé un essai de dissection de porcs pour connaître la composition anatomique et chimique des porcs de génétique actuelle et à différents poids vifs. Et donc, ces données-là et des données expérimentales parallèles ont directement été introduites dans le modèle et donc ont participé à la construction du modèle. Et dans la deuxième grande étape de la thèse, on s'est intéressé aux stratégies nutritionnelles, où là, on a utilisé donc, les besoins qui sont issus du modèle construit. On les a utilisés pour créer des protocoles et tester les stratégies de déplétion-réplétion et une stratégie sans phosphate minéral. Donc, au vu du temps imparti pour la présentation, je vais plutôt faire un focus sur les essais qui ont été réalisés, qui paraissent peut-être un peu plus appliqués ou plus proches de la filière. Donc, le premier essai, c'était avec un protocole de déplétion-réplétion en phosphore et en calcium. Et donc, on imaginait pouvoir augmenter l'utilisation de ces minéraux chez le porc sans affecter leur niveau final de minéralisation osseuse, donc en sécurisant les os et sans diminuer leur performance de croissance. Et dans un deuxième essai, on a testé l'effet d'une stratégie sans phosphate minéral, donc avec l'utilisation de phytase, sur le niveau de minéralisation osseuse et les performances de croissance des animaux. Donc, concrètement, dans les deux essais, on avait 3 phases alimentaires. À chaque début et fin de phase, il y avait des pesées individuelles des animaux et on avait la consommation par parc et par phase. À chaque début et fin de phase, on a aussi réalisé des scans. Les scans, ça nous permet d'avoir la composition corporelle des animaux en tissu maigre, tissu gras et contenu minéral osseux.
Et on a également réalisé des prises de sang en fin de phase 1 et 2 pour connaître le niveau sanguin de calcium, phosphore et marqueurs osseux. On a également réalisé des collectes totales d'urine et de fesses. Donc, pour l'essai qui concernait la phytase, on l'a fait dans la première phase d'alimentation. Et pour l'essai sur la déplétion-réplétion, on l'a fait dans la deuxième phase d'alimentation, puisque c'est dans cette phase-là qu'il y avait la déplétion. Et dans les urines et les fesses, on a analysé le calcium et le phosphore. Donc, encore une fois, du fait du temps qu'on a, je vais plutôt vous parler de la stratégie sans utilisation de phosphate minéral. Donc, dans cet essai, on avait 144 porcs répartis en 24 parcs. On avait 3 aliments. Le premier, c'est un aliment contrôle qui couvrait 100% des besoins en phosphore digestible et en calcium, mais qui utilisait donc du phosphate minéral. Et c'était les besoins donc bien établis par le modèle dont je vous ai parlé précédemment. Dans le deuxième aliment, qui est l'aliment phytase, donc on avait une couverture des besoins de phosphore digestible et calcium qui était à 60% en phase 1 et à 100% en phase 2 et 3. Et donc, c'est l'aliment qui n'utilise pas de phosphate minéral et qui utilise de la phytase. Et dans le dernier aliment, qui est comme un contrôle négatif, qui est l'aliment bas, là, on a une couverture des besoins en phosphore digestible et calcium à hauteur de 60%, et donc il y a du phosphate minéral et pas de phytase. Les résultats de la première phase ils nous ont montré qu'il y avait une légère tendance à ce que les performances de croissance soient un peu diminuées dans le groupe qui recevait la phytase. Donc, le poids vif avait tendance à être diminué et le gain moyen quotidien aussi. Et avec les cages métaboliques, donc avec les récoltes d'urine et de fesses, on a eu un premier élément de réponse puisqu'on s'est rendu compte que dans le groupe phytase, il n'y avait pas du tout de phosphore urinaire, ou en tout cas, c'était en dessous du seuil de détection, alors qu'il y avait beaucoup de calcium urinaire excrété, plus que dans les autres groupes. Donc, c'est comme s'il y avait eu un gros déséquilibre entre le phosphore et le calcium. Et effectivement, quand on a analysé a posteriori l'aliment, on s'est rendu compte qu'il y avait 6,4 grammes de calcium par kilogramme d'aliment au lieu des 4,6 qu'on avait formulés. Et à ça, on ajoute en plus de la phytase qui va libérer du calcium en plus de libérer du phosphore. Donc, on était clairement en excès de calcium, et un excès de calcium dans le cadre d'une carence en phosphore, c'est connu pour éventuellement avoir un effet sur les performances de croissance. Et concernant le contenu minéral osseux, en fin de phase 1 toujours, donc il était plus élevé dans le groupe contrôle en bleu ici par rapport au groupe bas et phytase, du fait d'un gain de contenu minéral osseux qui était plus élevé dans le groupe contrôle par rapport aux deux autres groupes. Et donc ça nous montre deux choses. La première, c'est qu'on a bien été en présence d'une déplétion, donc on a bien été en carence de phosphore et calcium, puisqu'il y a bien un écart qui existe entre ces groupes d'animaux. Et la phytase, elle a, on suppose, bien fonctionné, en tout cas fonctionné au moins au niveau qu'on espérait, puisque les animaux qui recevaient un aliment formulé pour 60% de phosphore digestible et calcium ont réalisé la même performance au niveau du contenu minéral osseux. Et donc, en phase 1, on a bien une utilisation du phosphore qui est augmentée dans les groupes phytase et bas par rapport au groupe contrôle. En phase 2, il n'y avait plus du tout d'effet sur les performances de croissance, ni le poids vif, ni le gain moyen quotidien. On voit en plus de ça qu'au niveau du contenu minéral osseux, le groupe phytase a complètement rattrapé son retard, puisqu'il se retrouve au même niveau que le groupe contrôle, et donc les deux sont plus élevés que dans le groupe bas. Et ça, c'est grâce à un gain de contenu minéral osseux qui a été beaucoup plus élevé dans le groupe phytase que dans le groupe contrôle ou le groupe bas. Et en fin de phase 3, on voit que donc le contenu minéral osseux du groupe phytase s'est maintenu aussi bien que dans le groupe contrôle. Et c'est dû au fait d'un gain de contenu minéral osseux qui était équivalent dans ces deux groupes-là. Donc, on a bien réussi à avoir une déplétion en première phase, mais les groupes phytase a réussi à rattraper son retard et à le maintenir jusqu'à l'abattage des animaux. Donc, en synthèse sur la stratégie sans phosphate, c'est qu'on a bien réussi à ne pas avoir de différence de contenu minéral osseux entre les porcs contrôle et les animaux sans phosphate. Donc, on a sécurisé au niveau des os. Les performances de croissance finale ont été identiques. Donc, bien qu'il y ait eu une légère diminution en phase 1, les croissances sur tous les l'essai sont les mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard pour les départs à l'abattoir, par exemple.
Il y a eu une augmentation de l'efficacité de l'utilisation du phosphore et du calcium, et ça a permis une diminution des rejets en phosphore de 63% avec le groupe sans phosphate par rapport au groupe contrôle, donc c'est quand même assez important. Et on en conclut qu'on pourrait nourrir les animaux, en tout cas les porcs en croissance, sans utilisation de phosphate minéral. Pour la déplétion-réplétion, il n'y avait pas non plus de différence entre les groupes au niveau du contenu minéral osseux, pas de différence au niveau des performances de croissance. Il y a aussi eu une augmentation de l'efficacité d'utilisation du phosphore et du calcium, mais la diminution des rejets en phosphore était moins forte dans cet essai qu'avec la stratégie sans phosphate, puisqu'elle était que de 10% environ. Donc, en conclusion, dans ma thèse, on a réussi à développer un modèle d'estimation des besoins en phosphore et calcium avec une nouvelle approche innovante. On a mis à jour des données de composition anatomique et chimique des porcs qui dataient de quelques décennies auparavant. On réfléchit à aller plus loin pour affiner encore l'estimation des besoins en caractérisant les effets sexes et de différentes génétiques sur la minéralisation osseuse. On a considérablement amélioré l'utilisation du phosphore sans affecter les performances de croissance, donc surtout avec la stratégie sans utilisation de phosphate. Et on a quand même un petit point de vigilance au niveau de la précision de la caractérisation des aliments, puisqu'on suppose que c'est la caractérisation des aliments en calcium qui a sans doute entraîné une petite diminution de performance dans le groupe phytase. Et enfin, avec tous ces travaux, on a réussi à améliorer les performances économiques et environnementales du point de vue du phosphore. Voilà, merci pour votre attention. Eh bien, merci Marion pour votre présentation très instructive. Donc, un temps d'échange de 3 minutes est maintenant ouvert pour interagir avec Marion sur des questions de compréhension de ce très beau travail. Mireille, Jean-François, avons-nous des questions dans le bouton Q&R? Non, je n'ai pas vu de questions. Par contre, j'aurais moi-même une question. J'ai peut-être raté l'information, mais combien il y avait d'animaux qui ont été étudiés dans cette expérimentation? Et est-ce que ces animaux étaient représentatifs de la population porcine en général, de sorte que les résultats peuvent être extrapolés à un grand nombre d'animaux éventuellement? Alors, il y avait 144 porcs dans l'essai sur la stratégie sans phosphate, puis il y avait le même nombre pour l'essai sur la déplétion-réplétion. Il y avait 8 animaux par traitement qui étaient scannés. Et en tout cas, c'était fait au Canada cet essai et il a été fait avec une génétique normale. Enfin, c'est des animaux qui nous ont été envoyés et ce serait les mêmes qui auraient été envoyés dans des élevages commerciaux. Donc, j'estime que c'est représentatif au moins de ce qui se passe au Québec. Mais en parallèle de ça, quand on a développé le modèle, c'était aussi avec des données issues de porcs québécois. Et les estimations de besoins de ce modèle-là ont été appliquées dans d'autres pays et ça a l'air de fonctionner comme ça a fonctionné au Canada. Donc, j'aurais tendance à dire que pour des données de minéralisation, ce serait pas mal applicable dans d'autres régions. On peut peut-être continuer avec une question ou deux. D'une part, est-ce que vous avez pu observer ou est-ce que vous avez regardé des conséquences aussi autour du calcium digestible dans vos travaux? Vous avez Oui. différents régimes sur la digestibilité du calcium? Alors non, on n'a pas fait différents régimes avec la digestibilité du calcium. On a toujours fait en sorte que les aliments soient iso-ratio calcium-phosphore. C'était ça notre point de base. Mais on a effectivement eu ce point-là parce que dans le modèle qu'on a développé et qu'ensuite on a appliqué en essai, avec les cages métaboliques, on a eu des gros soupçons de pas assez de calcium dans l'aliment. Et donc, on pense qu'on a... comment on dit ? On a surestimé la digestibilité du calcium avec le modèle, ce qui fait que appliqué sur les animaux, on pense qu'il n'y avait pas assez de calcium digestible. Mais ça s'est arrêté là. Pour l'instant, on n'a pas fait plus d'essais que ça en testant différentes digestibilités du calcium. Mais on sait que c'est un gros point
un peu un des points, des faiblesses du modèle, quoi. Et donc, une deuxième question aussi concernant justement c'est pas les choses que vous avez présentées, mais si vous pouvez nous en dire un petit peu sur dans quelle mesure vous avez modifié les besoins nutritionnels des animaux par rapport aux anciennes références. Quelle est l'ampleur de la modification? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur ces besoins? Du coup, il y a deux changements majeurs, on va dire. Le premier, c'est que là où des modèles comme le NRC ou l'INRA fonctionnent sur un ratio calcium fixe qui est constant tout au long de la croissance de l'animal, nous, on a un ratio qui change. Donc, à chaque phase ou à chaque jour, selon le pas de temps qu'on prend, on a un ratio qui est différent et qui, du coup, a l'air de mieux correspondre à la physiologie des animaux. Et la deuxième chose, c'est que globalement, au niveau des valeurs absolues, on n'est pas si loin que ça des autres modèles qui existent, mais comme la force motrice de notre modèle, c'est la minéralisation osseuse et c'est plus le dépôt protéique ou le gain moyen quotidien comme dans les autres modèles, on a un besoin en grammes par kilogramme d'aliments en phosphore et en calcium qui se maintient, voire même augmente un petit peu en fin de croissance. Chose qui n'existe pas avec les autres modèles où le besoin diminue tout au long de la croissance des animaux en grammes par kilogramme d'aliments. Alors sinon, j'ai une remontée me disant que le bouton QR n'a pas l'air de bien fonctionner. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil discussion. Et justement, à ce titre, pour compléter donc peut-être une dernière question, est-ce que les éleveurs vont changer leurs pratiques et sinon, pourquoi? Moi, je ne vois pas de choses qui empêcheraient que les éleveurs le fassent pour deux choses. C'est que, bon, déjà, on a montré que physiologiquement, ça avait l'air de fonctionner, que ça diminuait les rejets, donc éventuellement, ça pouvait leur faciliter la vie niveau traitement de lisier, etc. Et il y a aussi un point que je ne vous ai pas présenté, mais c'est que, en tout cas, au moment où j'ai présenté ma thèse, la ration le prix de l'aliment pour la ration phytase était moins élevé que pour le groupe contrôle. Donc, il y a aussi un intérêt économique là-dedans. Donc, moi, je ne vois pas de difficulté à aller vers là, surtout que le prix du phosphore, du phosphate minéral, il continue à s'enflammer et le prix de la phytase, pas forcément. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ne le feraient pas. Après, encore une fois, nous, on était en conditions expérimentales. On ne l'a encore pas testé en conditions fermes, commerciales, parce que du coup, le risque qu'il pourrait y avoir serait éventuellement au niveau de la minéralisation osseuse. Est-ce que c'est un niveau assez élevé pour des conditions qui ne sont pas expérimentales? Mais comme nous, on visait une maximisation de la minéralisation osseuse, donc un niveau très, très élevé, même plus que ce qu'on peut retrouver dans des conditions classiques, et qu'on a réussi à atteindre cet objectif-là, au niveau de la sécurisation, ça marche aussi, quoi. Donc, je ne vois pas ce qui ferait que ça ne marcherait pas. Et pourquoi les éleveurs ne l'appliqueraient pas. Très bien. Merci pour vos réponses, Marion. Alors, je vois le temps qui avance. Est-ce qu'il y aura une dernière question brûlante? Sinon, je propose d'avancer dans le programme. Diane, Mireille ou Jean-François, quelque chose qui vous est parvenu? OK. Donc, on vous remercie encore, Marion. Et nous allons passer à l'intervention suivante qui va être donnée par Jingjing Liu, qui va s'exprimer en anglais, mais le support est en français. Donc, vous pouvez bien entendu poser vos questions en français ou en anglais dans le bouton discussion. Jingjing, the floor is yours. Hi everyone, I'm Jingjing. It's such an honor that I can be here to meet everyone. And also it was such an honor. I was thinking when I listening to the previous presentation, I was thinking my past time spending in France. I feel so honored. That was such a good experience that I did my PhD in France in INRA and the University Clermont-Ferrand. And so the title of my thesis is what is the best future for beef and beef consumers? Is that a good eating quality or culture meats?
And I'm gonna start by briefly introduce the background and how and why I started this study. And then I will introduce in brief beef grading system called Meat Standards Australia. And I will introduce in brief one of my study and by using the MSA system to examine the specific animal that produced in France. And then after I will introduce another study. It's about the consumer acceptance of cultured meats. So before I introduce my thesis, and that let's just have a look at the per capita French beef consumption in past 20 years. And we can say there are different trend of increase and decrease of beef consumption in the past 20 years, but obviously on average, and the beef consumption has been decreased in the past 20 years. So what are the reasons that result in such a situation? And from an intrinsic point of view, and it's just the beef quality is so variable. It's so difficult for consumers to see and to make the decision on the beef quality. And also the price of the meat, it's not so relevant for the ultimate quality of the meat. So consumers have been so confused and have difficulty to select the appropriate beef products based on the money they have been spending on the beef products. And also their concern for health is also a big aspect for consumers to think about. They should to continue to consume quite a big amount of beef. And from an extrinsic point of view is that animal welfare and also negative impact of beef production on environment. And regarding the environment's negative impact, and as we all know, and the beef production system has been highly criticized by the media, by different voices, that because beef production is one of the most systems that produce quite a huge amount of greenhouse gas. So there are many voices, and even some celebrities start to encourage consumers to transfer from conventional beef and to some meat substitutes. So what should the industry do for consumers? So we definitely should improve the quality, and also we have to maintain and increase the sustainability of the beef production. So to guarantee the beef eating quality for consumers, we definitely have to develop a beef grading system. There are so many different beef grading systems in all over the world, and the Meat Standards Australia, we call it the MSA system, might be one of the most efficient one. So MSA system is a beef and lamb eating quality prediction or guaranteeing system. And how it works in practice is by using their own label to label different beef products on the market, and to tell consumers in a very simple and correct way the eating quality of the beef products the consumers buy, such as premium quality or supreme quality. So there are many critical steps in the Meat Standards Australia. And one of step is that we have to grading carcass in a chiller. And we have to measure the carcass or meat pH temperature and the color of the meat and the fats. And the fat content, so we call it marbling, and ossification, and also different method how we hand the carcass in the chiller. And then we will use the inputs of the animal and the carcass, and to do modeling to predict the final quality grade of each individual muscles. And before we do this, we have to do consumer testing. We will ask consumer to taste the beef, and then to evaluate the beef eating quality based on tenderness, juiciness, flavor liking, and overall liking. And in the end, consumers have to assign one of the 4 quality to relate to the beef they have been eaten. So this is how it works. And
one of the study of my thesis have been applied the MSA system to a very specific animal has been produced, conducted based on the alcohol ecology concept. So there are many benefits the alcohol ecology can bring to agriculture, like the grass-fed beef. They can produce beef with quite better animal welfare and a better environment footprint, and even and better nutritional quality and eating quality. So for one of my experiments, we have crossbreeding early mortuary breeds as commercial breed called Angus. And for Angus animal, they have quite better capacity to adapt grass feeding system, and at the same time to produce meat with sufficient fats. And we have also used a late maturing breed called Salach. It's a French local animal. And this animal has quite good capacity to adapt local harsh environment, let's say the high mountainous environment. And by using this animal, it's also good for the to maintain the local sustainability of beef production. So we have used 31 Angus Salach animals, and so the objective of this study is just to use the Australian model to task to say if this model can work very well with this specific animal. Why we call it specific? And because it's, first of all, it's totally grass-fed. It's very different from the Australia context, because in Australia, they probably use grass-fed, but in the end, they probably have to feed the animal by using grain. But in Europe, France, for this group of animal, we just totally use grass-fed. So in the end, our animal is very lean, not like the beef produced in Australia or in Japan, they're very fat. So we're a little bit concerned, and the Australian prediction model couldn't work very well with this specific animal. So, but finally, after our investigation, we found by using the current Australia prediction model to predict the eating quality of the specific animals, the prediction accuracy even reached 70%. It's actually a very good result. And also we found that the French local consumers, they can totally tell the difference between different quality of beef products. So based on this study, we kind of conclude that it's relevant to develop MSA-like consumer-based by using consumer testing and a quality-based eating quality prediction protocol or grading system in France. And by talking about sustainability, as I said before, now and many voices start to encourage consumers to maintain, to increase the sustainability of agriculture. We kind of have to accept to the fact that we have to reduce the beef consumption and to adopt some other meat alternatives products. And then this is the reason why in my thesis, I kind of switch off from the main study on conventional beef. I moved towards to meat alternatives. So for this study, we have designed a survey study based on consumer acceptance of culture meats. And we have collected data from around 4,000 Chinese consumers and 5,000 French consumers and 2,000 consumers from Italy, Portugal, and Spain. And we would like to know how the consumer is going to react regarding different questions, such as like how we ask consumers, how do you feel or think about artificial meat? Do you think it's promising, acceptable, or do you think it's interesting, or do you think it's just disgusting? The results actually quite interesting. Let's just have a look. And for French consumers, we have more than half, let's say most of the French consumers, they think the concept of culture meat is absolutely absurd or disgusting. And we have only 17% of our current participants, they feel artificial meat might be acceptable. But if we have a look at the Chinese consumers, we only have 15 of the Chinese consumers, they feel this concept is absurd or disgusting. And we have less than half of the Chinese consumers feel it's acceptable. Also, for consumers from South Europe, they're quite positive towards the culture meat. We have around like 40
15% of the consumers from South Europe, they feel this concept is acceptable, not like in France. And another critical question in my survey is that we ask consumers their willingness to try, to eat, and to pay for it. And it's also quite interesting because we noticed that in the beginning, and we have the similar portion of the Chinese consumers and French consumers, they would like to have a first try. And then after, we still have a half of the Chinese consumers, they would like to eat, but we only have 20% of the French consumers, they probably willing to eat, but just like just for curious, just to want to eat like in ready to eat meals, like lasagna and burgers. But for consumers from South Europe, we have quite a lot, like more than half of them, they would like to try, and they also would like to eat in a regular way. So from this study, my conclusion is that actually it's very different from the media has been advertised. Like the consumers are so eager to accept artificial meats. Actually, my study, the data telling us consumers, they don't have a strong willingness to accept artificial meats, especially the French consumers. And the consumers' emotional resistance, they are for new technology phobia, and they are concerned for the natureness of this food product is the main barrier for consumers to accept this product. And their concern for animal welfare and ethics and environment is most motives for consumers to accept cultural meat, especially French consumers. They kind of have attitude, okay, if this product can really bring benefits towards animal welfare or environment, we probably would give a try. So the general conclusion of my thesis is that to provide beef of consistent sensory quality and to ensure continued success of the conventional beef industry, especially if we want to compete with the upgrowing meat alternative industry, it's necessary. We probably have to develop a beef grading system based on the consumer evaluation. And I would also like to use this opportunity to express my gratitude again to my supervisor, Jean-François Auguette and Marie-Pierre Liu, and to Inha, to my team, and to IDEL and to AFZ. And thank you so much. Thanks, Jingjing, for this clear and informative presentation on a singular subject. So do we have questions on this presentation? For more data? I show one. I see one question in the chat concerning the sample size of the survey per country. Could you just you presented it some data, but could you maybe explain more? How was the sampling done? Yeah. How we collected the data, by using different means. By using social media, using different social media, LinkedIn, Facebook, Twitter, even Instagram. And we also by using some commercial service company. They're very professional to collect this kind of commercial data. We have got their service to collect some data. And we also have to transfer to disseminate our survey like in university, different, we have many different ways. And for the sample size, so as like I said before, for the Chinese survey, we have collected probably 5,000, but we have removed some surveys, like it's not very accurate, the results. So we have removed like 500. In the end, we used like 4,600 of the Chinese data. And for French data, we have collected more than 5,000. And for another studies, we combined the data from Italy, Spain, and Portugal. It's in total like 2,000. It's comparing to the current published data from the other publications. Our survey, our data is quite it's quite tough and big enough to be representative.
I have one question. So I add one question to on the same topic. But could we imagine that between the French sampling and the South Europe sampling, there is a difference of Oh, they're bias? very different. Because it's surprising for us that the difference, I think you have a big difference between the French results and the South Europe results in your study. So is there any explanation in the sampling constitution of the two groups that could explain this difference? Yeah, this might be this reason can explain some of the reason why there's such a big significant difference between these two groups of consumers. But for me personally, I think Europe is not that big, let's say, and France are very close to Spain, Italy and Portugal, but it's still concerning the culture and language and the cuisine, history, tradition is still very different. I think this is the main reason to the difference between above I mentioned the culture, tradition, history, their cuisine. This is the main reason to exert such a big difference on this survey study. Another question concerns, so in France, you know that there is Label Rouge. Label Rouge is a quality certification of superior quality for meat. So did you compare the MSA results to the Label Rouge mode of evaluation? Did you compare the two systems? It's actually, just if I from a scientific research point of view, we didn't do like such a very strict comparison like between the, like for example, the beef eating quality produced by these two systems, which one is accurate more. But I think probably Meat Standards Australia can be a very good reference for Label Rouge to improve a little bit. It's already good enough. But I'm sure, like in the principles in Meat Standards Australia, how it works so well, and its principles of consumer based is very important for Label Rouge to use a little bit. Thanks very much, Jingjing. So, Thank si you. vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, and Jingjing will answer in the chat if other questions are coming after our presentation. Thanks again. There is a question, has the MSA grading system been adapted to French consumers' demand, or was it the same than for Australian consumers? Is the system for French people and Australian people the same? It's absolutely, for this question, it's a consumer demand is actually, it's absolutely not the same. Like during my study, like we do consumer testing. In Australia context, we always cook meat to like media. But for French consumers, probably most of the French consumers, they prefer rare cooked beef. Even this is different. Also, the animals are so different. Like I said before, in Australia context, they prefer a little bit fat animals, and most of the animals that are fed based on, in the end, they feed based on grain. But in Europe, in France, we prefer a totally grass feeding system. So all of those we have to adapt with each other. And Okay. There is also another questions about artificial meat. If you ask people if they would accept that real cows disappear in farms, would people accept that real cows will disappear in farms, which could be another consequence of the increase of artificial meat? And is there any link between increase in artificial meat
and decrease in the number of cows. Yeah. Okay, I see. For the first question, if we ask consumers if they would accept the fact that we just let all the cows, animals disappear, let's say, in this planet, I think different consumers will have different answer. And my study, I remember we have a similar question in our survey, and we asked Chinese consumers. They kind of absolutely don't care that much about agriculture, and because think about our Chinese history. Before we were like poor, so now people are they're very eager to to join the middle class. So they don't really want to be farmers. So they want to stay away from the farm related stuff. So if you ask them, do you really care the real cows to disappear? Maybe they will say, okay. The answer will be a little bit awkward. But if we ask French people, I think the answer would be definitely no, they couldn't accept this. And from our study, and the most and the only probably the consumer group is from France. They kind of very against with this technology. They really care about their traditional agriculture background, their history. So it depends on consumers. Thanks very much, Jingjing. Je vois que nous avançons pas mal dans le temps, et pour avancer sur le programme, nous allons remercier Jingjing et passer la parole à notre dernière intervenante, qui est Charlotte Andrieux. Thanks again, Jingjing. Thank you so much. Et donc, Charlotte, qui est lauréate au concours 2022 du prix de thèse de l'AFZ, va nous présenter ses travaux, et nous vous laissons la parole pour 12 minutes. Merci beaucoup. Donc, comme on vous l'a dit, je suis Charlotte Andrieux, et juste pour vous donner un peu de mon background juste avant, j'ai fait une école en ingénieur agronome en fait, et je me suis spécialisée dans la filière animale durable. Donc c'est pour ça en fait que j'ai déjà pas mal de connaissances en zootechnie. Et dans cette école, je me suis aussi beaucoup intéressée à une filière spécifique française, qui est la filière palmipèdes à foie gras. Et donc, j'ai eu la chance, après mon école d'ingénieur, de me tourner vers une thèse que j'ai réalisée chez Numéa, au niveau de l'IUT de Mont-de-Marsan, sur la production de foie gras. Cette thèse, je l'ai soutenue en décembre dernier, et en fait, elle était sur l'influence d'une manipulation thermique embryonnaire sur le métabolisme hépatique chez le canard mulard. Ce que je vais faire au cours de cette présentation, c'est d'abord vous introduire un peu cette filière palmipèdes à foie gras, vous montrer les gros objectifs de ma thèse et les principaux résultats qu'on a pu montrer au cours de mes travaux. Donc, tout d'abord, la filière palmipèdes à foie gras va utiliser 3 grandes espèces. On va avoir l'oie grise, mais nous, on va surtout s'intéresser aux espèces qui sont liées au canard. Donc, on va avoir d'abord le canard de Barbarie, qui a une très bonne réponse pour la production de foie gras. Mais celui qu'on va utiliser majoritairement dans les filières palmipèdes à foie gras, c'est un hybride. Il va en fait être issu d'un croisement entre un canard de Barbarie et une canne pékin, en sachant que la canne pékin est très bonne pour la production de muscles. Le croisement va nous donner en fait un hybride qu'on va appeler le canard mulard, et ce canard va disposer d'un effet d'hétérosis, donc il sera aussi très bon en production de foie gras, mais très bon aussi en production de muscles. Et c'est pour ça en fait qu'on va essentiellement utiliser cette espèce dans la production de foie gras, vu que ça représente 99% des canards utilisés. Également, on va majoritairement utiliser les mâles de cet hybride, et donc mes études, c'est principalement donc du canard mulard et uniquement mâle. Pour produire du foie gras, on va suivre une conduite d'élevage assez précise. Je vais vous donner des chiffres dans les grandes lignes, mais il faut savoir qu'elles sont variables en fonction de l'environnement et du bâtiment d'élevage. Donc, on va commencer par une période d'incubation qui va nous permettre de passer de l'œuf au caneton, et c'est une période sur laquelle j'ai beaucoup travaillé pendant ma thèse. L'incubation, elle va durer environ 30 jours pour nos canards mulards, et elle va être réalisée dans ce qu'on appelle des incubateurs, que vous avez ici en bas à droite, dans lesquels on peut contrôler différents paramètres. Par exemple, on peut contrôler la température d'incubation, l'humidité relative, la rotation des œufs ou encore les échanges gazeux. Et donc, pour nos différentes espèces de canards, on maîtrise déjà les techniques d'incubation, et donc on va avoir des conditions dites standards ou de contrôle. Donc, pour nos canards mulards, par exemple, on va être à une température de 37,6 degrés. On va maintenir l'humidité relative entre 60 et 65%. On va essayer de faire tourner les œufs de 90 degrés toutes les 3 heures, et on va activer la ventilation pour favoriser les échanges gazeux.
Ça, ce sont les conditions dites contrôle que je vais comparer à mes conditions que moi, je vais tester en fait au cours de ma thèse. Une fois qu'on a obtenu nos canetons, on va pouvoir passer aux étapes d'élevage. On va donc avoir le début d'élevage où on va en fait garder nos canetons dans un bâtiment clos avec du chauffage et on leur donnera un aliment dit de démarrage pour les aider en fait en début de croissance. Les 4 semaines suivantes d'élevage, on va passer sur une phase de croissance. Donc, on aura un aliment de croissance et cette fois-ci, nos animaux auront un accès à l'extérieur. Après ces 2 premières étapes d'élevage, on va passer sur une étape qui est clé, qui s'appelle la préparation au gavage. Et comme l'indique le nom, en fait, on va préparer nos canards à répondre positivement à la période de gavage. Nos animaux, ils vont être rationnés horairement, donc ils n'auront plus qu'accès à la mangeoire 1 seule heure par jour, ce qui fait que nos animaux vont s'habituer à manger une grande quantité d'aliments en très peu de temps. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont être préparés au gavage. Et donc, on arrive à cette étape finale, qui va être l'étape de gavage, qui correspond à une alimentation en fait distribuée par l'homme, qui va être réalisée 2 fois par jour et pendant quasiment 2 semaines. Et donc, c'est cette étape qui nous permet d'obtenir du foie gras et du magret. Au cours du gavage, en fait, l'homme va déposer directement la quantité d'aliments dans le jabot, en fait, de notre animal. Et cette quantité d'aliments, elle va augmenter au cours du temps. Donc, elle va être essentiellement composée de maïs, puis mélangée, en fait, par la suite avec de l'eau et des vitamines. Ce repas de gavage, il va augmenter au cours du temps. Et donc, par ici, je vous ai mis les exemples de quantités que nous, on a distribuées. En tout début de gavage, on était sur une quantité de maïs sèche de 225 grammes et tout à la fin du gavage, on atteignait quasiment les 500 grammes en maïs sec. Et donc après ça, on les mélange à l'eau et ce qui fait qu'on double un peu la quantité d'aliments déposés dans le jabot. C'est donc ces 2 semaines d'alimentation en fait distribuées par l'homme et le fait qu'on le fasse 2 fois par jour avec une quantité qui va augmenter au cours du temps, qui va nous permettre de produire ce fameux foie gras. Et donc, on va pouvoir passer d'un foie qui fait aux alentours de 100 grammes à un foie qui peut atteindre jusqu'à 600 grammes chez nos canards. Et donc, c'est là où on a notre production de foie gras. La question autour de ma thèse, ça a été de savoir s'il était possible d'optimiser cette production de foie gras et savoir s'il était possible de l'impacter surtout. Nous, on a choisi une méthode pour impacter la production de foie gras qui est précoce. Donc, en fait, on va s'intéresser à créer un stimulus environnemental pendant le développement embryonnaire de nos animaux et voir si ce stimulus pendant le développement peut impacter des réponses à plus ou moins long terme et surtout après la période de gavage. On va donc travailler sur ce qu'on appelle des programmations précoces qui peuvent être liées en fait à de la nutrition, à des stimulus environnementaux comme la température ou le programme lumineux. Et notre objectif, ça serait, sur du long terme, pourquoi pas essayer de réduire la période de gavage. Donc, cette programmation précoce, on va utiliser un outil qui va s'appeler la manipulation thermique, que je vais vous définir juste après. Cette manipulation thermique, elle va être réalisée au milieu du développement embryonnaire de nos canards. Et donc, c'est sur cette manipulation thermique qu'on espère à plus long terme, en fait, impacter le phénotype de nos canards et donc également impacter la production de foie gras. Les 2 grands objectifs de thèse sont les suivants. Tout d'abord, essayer d'optimiser cet outil qu'on appelle la manipulation thermique, le rendre le meilleur possible pour ensuite impacter la production de foie gras. Moi, donc, cette manipulation thermique, qui est un outil, elle est basée sur ces programmations précoces et nous, le stimulus environnemental qu'on va choisir, c'est la température. Donc, on va l'appeler programmation thermique. Cette programmation thermique, elle se base sur une mémorisation en fait d'un stress qui a eu lieu pendant le développement embryonnaire. Donc par exemple ici, si on suit le développement de notre canard, on va en fait créer un stimulus environnemental pendant son développement, donc lorsqu'il est dans l'œuf. L'embryon va en fait enregistrer ce stimulus environnemental qu'il a eu, puis tout au long de sa vie, il va garder en mémoire qu'il a eu un stimulus environnemental pendant son développement. À un moment donné de sa vie, il peut révéler en fait les conséquences de ce stimulus environnemental qu'il a eu de façon très précoce. Et donc, en fait, on aura un changement du phénotype de l'animal. Comme je vous ai dit, il y a différents types de stimuli environnementaux. Donc, ça peut être lié, par exemple, à la nutrition maternelle, à de l'hypoxie, à de la programmation lumineuse ou de la température. Et nous, ce qui nous a grandement intéressé, c'est le paramètre température. Et donc, une manipulation thermique, on le définit comme étant un changement de température pendant le développement embryonnaire. Et donc, c'est sur ça qu'on s'est concentré. On a changé la température d'incubation des œufs de nos canards pour essayer de les impacter à plus long terme et voir si on pouvait impacter la production de foie gras.
Moi, je vais vous donner les grands résultats de ma thèse. Par exemple, le premier objectif de ma thèse, c'était de montrer si on pouvait optimiser ou non cette manipulation thermique, donc cet outil. Ce qu'on a pu montrer dans la publication qui a été mise dans Animal en 2022, c'est que le moment où on augmente la température d'incubation est très important. Par exemple, si on augmente la température à partir du 9e ou 10e jour embryonnaire, on va engendrer de la mortalité et perdre énormément en éclosabilité. Ce qui nous intéresse, c'est de ne pas augmenter la mortalité et donc de garder une éclosabilité qui est égale au groupe contrôle, mais également de rester très proche du début du développement embryonnaire, puisque plus on est tôt dans le développement, plus on a de chances d'impacter le métabolisme de l'animal. Et donc, c'est pour ça que dans cet article, on met en évidence une fenêtre qui nous semble d'intérêt, qui est donc une fenêtre qui commence au 11e jour embryonnaire et qui se termine au 21e. Et c'est sur cette fenêtre en fait, embryonnaire qu'on a continué nos études pour regarder maintenant si l'augmentation de température sur cette fenêtre allait impacter ou non la production de foie gras. Ce qu'on a pu montrer, en fait, c'est que le fait d'augmenter la température d'incubation pendant le développement embryonnaire, ça allait impacter la réponse des canards, donc par exemple ici, après une prise alimentaire. On est 4 heures après une réalimentation chez nos canards, et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que chez nos canards qui ont eu cette manipulation thermique, ils allaient présenter un élargissement des cellules du foie plus importante que chez les canards contrôle. En plus de cet élément au niveau de la composition lipidique de notre foie. Donc, on va avoir une réponse métabolique qui va être différente entre nos deux canards. Ces résultats, ils ont pu être publiés chez American Journal of Physiology en 2023. Et on a pu compléter ces résultats avec des résultats qui, cette fois-ci, s'intéressent à la réponse après la période de gavage. Après le gavage, on a pu le publier chez Frontiers in Physiology en 2023. On a pu montrer que les canards qui ont eu cette hausse de température d'incubation pendant le développement montraient un poids de foie d'environ 8% en fait, au niveau de ce poids de foie gras. En plus de ce poids de foie gras, on a pu montrer qu'il y avait énormément de mécanismes biologiques qui étaient impactés. Et par exemple, on peut avoir des augmentations d'expression relative de gènes qui vont être impliqués dans les mécanismes liés aux lipides qui se déposent dans le foie. Et donc, en fait, on a pu compléter des données zootechniques avec énormément de données biologiques. Finalement, ce qu'on a pu montrer, en fait, c'est que notre manipulation thermique, elle pouvait impacter la production de foie gras et l'impacter positivement puisqu'on pouvait produire plus de foie gras. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que maintenant qu'on arrive à optimiser la manipulation thermique, on pourrait la combiner avec d'autres techniques d'élevage au niveau de la filière palmipède à foie gras qui sont également optimisées. Tout ça dans le but, en fait, d'améliorer notre filière. On pourrait soit tendre vers une réduction de la durée de gavage ou alors vers des alternatives au gavage. Un autre point, c'est que la manipulation thermique, elle va pouvoir être également utilisée pour améliorer d'autres paramètres zootechniques, comme la résistance aux maladies ou le stress thermique. Par exemple, la manipulation thermique est déjà utilisée chez la volaille de chair pour résister au choc thermique lorsqu'il y a des pics de chaleur en été. Finalement, ces travaux de thèse, en fait, ils ont pu donner naissance à beaucoup de publications. Donc, il y a eu 4 publications au total, plus une mini-review. Et on a 2 autres papiers qui sont en préparation en ce moment. J'ai également pu intervenir déjà dans 3 congrès nationaux et internationaux. Et le prix de thèse de l'AFZ va me permettre de participer à un 4e congrès qui est le AAP, cet été à Lyon. J'ai donc eu la chance d'être la lauréate de ce prix de thèse de l'AFZ, mais récemment, au mois de mai, j'ai également été lauréate pour la Fondation pour une agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine, également sur cette thématique des palmipèdes à foie gras. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Charlotte et encore bravo pour l'excellence de ces travaux. Et nous avons donc l'opportunité de poser encore quelques questions à Charlotte, même si nous avons dépassé un petit peu le temps. Donc, je passe à Diane, Mireille, Jean-François la parole, si vous avez des questions qui sont arrivées dans le fil de discussion. Il y en a une concernant une précision sur les repas. Je peux la lire ou alors Charlotte peut la regarder aussi en direct. Est-ce que le repas 1 correspond à 225 grammes de maïs sec administré 2 fois par jour pour chaque canard? Et comment cela se compare à la quantité ingérée journalière en phase de croissance avec accès à la mangeoire libre non restreinte à 1 heure? Donc déjà, juste le repas de 225 grammes de maïs sec, c'est une passe. Donc par exemple, c'est le repas du matin qui va être complété avec de l'eau et des vitamines.
Donc, au total, dans la journée, il a 2 fois cette quantité. Donc, on va pouvoir le multiplier par 2. Après, comment cela se compare à la quantité ingérée journalière en phase de croissance? Eh ben, c'est pas vraiment comparable puisque en croissance, on va être à des quantités qui vont être moindres parce que les canards ne vont pas ingérer une quantité énorme. Donc là, si on passe sur le maïs sec, on va être aux alentours de 500 grammes, alors qu'en élevage, on est plutôt aux alentours de 300 grammes naturellement. Donc, on a déjà cette grosse différence en fait de quantité qui va être ingérée. Alors sinon, moi j'aurais une question. Je suis pas du tout spécialiste en filière volaille, donc ça se trouve, elle est totalement déconnectée. Mais est-ce que, enfin, je vois que dans votre expérimentation, vous avez utilisé des canards mulards. Et est-ce qu'il y aurait, je suppose qu'il y a différentes souches génétiques. Et si oui, avez-vous testé l'effet de la température sur ces différentes souches et l'effet que ça pourrait avoir sur le poids final du foie? Et est-ce que ça Alors, aurait du sens? ça aurait complètement du sens puisque chaque type génétique va répondre différemment en fait. Donc, à chaque fois, il faut retester la fenêtre qu'on utilise ou l'augmentation de température qu'on utilise pour voir de quelle façon il va répondre. Par exemple, au tout début de la présentation, je vous ai présenté le canard de Barbarie et la canne pékin, qui ne sont pas utilisés pour la même production, l'un pour le foie gras, l'autre pour le muscle. Si on partirait sur cet exemple, effectivement, leur réponse serait potentiellement différente en fait à la fin d'une période d'élevage. Donc, et c'est très utilisé en volaille, que ce soit la volaille de chair ou volaille de ponte. En fait, leurs réponses vont être complètement différentes. D'accord, donc ça demanderait des travaux complémentaires si extension il y aurait à d'autres souches que celles que vous avez pu étudier pour valider à la fois la fenêtre thermique et les effets C'est ça, qui il ont été faudrait faire constatés. une validation avant, oui. Mm. Merci. Il y a une autre question qui est arrivée entre-temps, effectivement, et j'allais poser un petit peu aussi la même question. Est-ce qu'il y a des pistes d'explication sur l'effet de cette modification thermique? En gros, quel est le mécanisme ou les modes d'action? Est-ce que vous avez pu regarder là-dessus? Et quel potentiel avantage c'est les pistes? Donc oui, on a essayé de regarder en fait un peu quels étaient les mécanismes sous-jacents à cette mémorisation en fait du stress. On est surtout tourné pour l'instant vers de l'épigénétique, vers en fait une mémorisation au niveau de l'ADN. Malheureusement, au cours de ma thèse, j'ai pas pu creuser, par exemple, des mécanismes liés à l'épigénétique, mais c'est ce qu'il y a de très intéressant pour le moment, en fait. Je pense que par la suite, ce qui va être fait, en fait, pour essayer de comprendre un peu mieux ce mécanisme d'enregistrement, en fait, d'un stress qui arrive pendant le développement embryonnaire. Je voudrais savoir comment vos résultats ont été accueillis par les professionnels. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de ces résultats? Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont facilement applicables, intéressants pour la filière? Après, moi, j'ai pas de retour direct de la filière. Je sais que les travaux sont quand même intéressants pour la filière puisqu'à chaque fois, on nous demande de les présenter. Par exemple, j'ai présenté une partie sur l'optimisation de la manipulation thermique, où je montre en fait que si on le fait trop tôt, on fait de la mortalité. Et par exemple, sur cet exemple, en fait, la mortalité, ça concernait essentiellement les embryons femelles, ce qui pouvait être intéressant pour la filière puisqu'on n'utilise que des mâles. Et donc, il y a ce genre de données qui les intéressent à chaque fois et qui peuvent intéresser par la suite. Sauf que maintenant, on va passer sur de l'ovosexing, ce qui fait que les tuer dans l'œuf, c'est plus forcément une méthode qu'on va favoriser. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée du stress thermique? Avait-il des travaux antérieurs? Du coup, effectivement, il y avait des travaux antérieurs. En fait, avant qu'on y pense pour le canard, il y avait des travaux sur la volaille, et donc la volaille de chair. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'avec les années de sélection, on a sélectionné la volaille pour qu'elle puisse produire de plus en plus de muscles. Sauf qu'en sélectionnant sur ce paramètre, on a dégradé un autre paramètre qui est la résistance aux pics de chaleur. Et donc, lorsqu'il y avait un pic de chaleur en été, les volailles de chair, en fait, entraînaient une très forte mortalité. Elles allaient juste mourir, en fait, avec ces pics de chaleur. Ils se sont donc intéressés, en fait, à cette manipulation thermique pour améliorer leur résistance aux pics de chaleur. Et donc, c'est tout d'abord chez la volaille de chair que les travaux ont été faits. On manipule les graines. Ah, les graines. Ah oui, Végétales, d'accord. ok. Donc oui, il y a un parallèle avec le mécanisme qu'on appelle de vernalisation des plantes.
qui en fait leur permet de savoir quand est-ce qu'elles vont fleurir ou pas. C'est une mémorisation d'un stress de froid. Exactement. On revient à la biologie générale. Très bien. Donc, à nouveau, je vous remercie donc pour toutes ces questions nombreuses qui sont arrivées jusqu'à la dernière minute, les réponses très éclairantes de chacune de nos intervenantes. Donc, l'AFZ renouvelle ses remerciements à chacune de vous pour les échanges enrichissants et nous vous souhaitons une brillante carrière professionnelle. Nous vous donnons tous rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition des webinaires AFZ dédiés au prix des jeunes talents de la recherche en zootechnie. Et pour être informé de tous nos événements, n'hésitez pas à suivre nos actualités sur le site AFZ, via les réseaux sociaux et, si ce n'est pas déjà le cas, à adhérer afin de recevoir en direct les informations par notre newsletter. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je laisse un petit mot de conclusion à Jean-François, notre président. Un grand merci à vous, un grand merci aux jeunes talents de la recherche agronomique. Ce séminaire a été très, très intéressant et très riche en questions. Et merci à Christelle de l'avoir organisé. Donc, avant les prochains séminaires de l'AFZ, on vous donne rendez-vous, bien entendu, au congrès de l'EAP à Lyon, fin août. Merci à toutes et à tous, et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi et une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.